Le métier de cet homme fait de lui en apparence l'une des dernières personnes que l'on soupçonnerait d'un tel crime. Il aurait frappé un bébé et lui aurait fracturé le crâne. Son métier, infirmier en obstétrique et salle d'accouchement, c'est désormais son ancien métier et nous allons examiner ce qu'il aurait dit aux forces de l'ordre à propos de ce qui s'est passé, ce que sa mère a publié sur Facebook et ce que cela pourrait signifier pour l'affaire de son fils. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Les infirmières en obstétrique et en salle d'accouchement, hautement qualifiées, accompagnent les nouveaux parents à chaque étape à l'hôpital. Je me souviens encore des visages des infirmières en obstétrique et en salle d'accouchement que nous avons vus à l'hôpital quand nous avons eu nos enfants. Savoir à quel point les infirmières en obstétrique et en salle d'accouchement sont importantes et ont un impact rend cette histoire vraiment choquante et troublante, car cet ancien infirmier en obstétrique, Dustin Clark, fait maintenant face à des accusations. Âgé de 30 ans, il vit près de Monroe, au nord de la Louisiane. Professionnellement, Dustin s'occupe des bébés et à la maison, il a eu la chance de pouvoir s'occuper de cet enfant. Nous floutons son visage. Dustin a adopté ce bébé de 5 mois. Il subvient seul aux besoins de l'enfant. Ils vivent seulement tous les deux. Le statut relationnel de Dustin sur Facebook est indiqué comme célibataire. Dustin travaillait à l'hôpital Saint-Francis de Monroe dans le nord de la Louisiane, à environ 2 heures à l'est de Shreveport. Dustin était un père fier et partageait fréquemment des photos avec son fils. Il suffisait de voir sa présentation en public. Et on pourrait dire, en regardant ces photos, que le petit garçon de 5 mois était tout pour Dustin. Maintenant, même si être parent solo, c'est difficile. C'est stressant. Les infirmières y travaillent de longues heures et à des horaires irréguliers. Elles gèrent beaucoup de stress. Nous pouvons tous être d'accord, mais rien n'excuse ce que les adjoints disent avoir conduit à l'arrestation de Clark le 16 septembre. Le garçon de 5 mois a été amené dans un hôpital, situé à 35 minutes au nord de celui où Clark travaillait. Et ce n'est pas Clark qui a amené le bébé au personnel de cet hôpital. C'était l'un des amis de Clark selon KNOE Télévision. La chaîne de télévision a examiné les documents du tribunal. Maintenant, ce bébé a été amené à l'hôpital parce qu'il avait non seulement un gonflement, mais aussi une fracture du crâne. Maintenant, la blessure était si grave que le bébé a dû être transporté dans un hôpital à Shreveport, qui se trouve à plus de 2 heures à l'ouest, afin qu'il puisse recevoir des soins spécialisés. Les infirmières sont désormais formées à détecter la maltraitance et à prévenir les forces de l'ordre si nécessaire. Et dans cette situation, elles ont appelé les forces de l'ordre qui ont commencé une enquête sur l'infirmier en obstétrique, Dustin Clark. Et selon KNOE, Clark, lorsqu'il a été interrogé par les autorités, n'a pas nié avoir frappé son fils de 5 mois. Il aurait dit aux adjoints que 2 jours avant son arrestation, le 14 septembre, ce bébé avait été amené à l'hôpital. Il nourrissait le bébé, disant qu'il avait été grognon toute la journée. Ce bébé était tellement agité que Dustin a essayé de le calmer à plusieurs reprises, mais le bébé ne se calmait pas. Et c'est à ce moment-là que Clark a dit, je cite, selon ses propres mots, qu'il a craqué et qu'il a giflé ce bébé de 5 mois, lui fracturant prétendument le crâne. Son fils adoptif, Dustin, a été arrêté et il est maintenant inculpé de cruauté envers des mineurs au second degré, de cruauté envers des mineurs et de violence domestique. Dustin a eu une caution de 15 000 $. S'il a déclaré aux enquêteurs avoir craqué, cela écarte toute défense, disant qu'il n'était pas responsable des blessures de son fils ou que c'était un accident. La mère de Dustin soutient toujours son fils et s'est exprimée sur Facebook, ce qui pourrait influencer sa défense selon l'évolution de l'affaire et sa possible tenue d'un procès. Elle a écrit, je cite, « Mon fils n'est pas du tout une personne maléfique. Il a commis une erreur envers quelqu'un qu'il aimait énormément. Nous savons tous que c'était mal. Il recevra également de l'aide pour ce qu'il a traversé. Je remercie aussi Dieu que le bébé aille bien. » Merci Jésus. Donc cette mère soutient son fils, qui reçoit maintenant une attention nationale pour ce qu'il aurait fait. Et il semble qu'elle essaie de limiter les dégâts après qu'il aurait fracturé le crâne de son fils adoptif. Cependant, on ne sait pas clairement ce qu'elle voulait dire sur ce que son fils a vécu. Nous avons vu un commentateur dire qu'il n'a jamais vu Dustin avec, je cite, « un os méchant dans le corps » et qu'il a pris, je cite, « une terrible décision dans un moment de frustration ». Bien sûr, certaines personnes pourraient regarder ce qui est allégué et dire que c'était plus qu'une simple erreur ou une terrible décision quand on pense aux blessures que ce bébé a subies. Et même si la mère a dit que le bébé allait bien, il n'est pas clair officiellement dans quel état se trouve cet enfant.
Concernant la carrière de Dustin, s'il doit retravailler comme infirmier, ce sera dans un autre hôpital que celui où il travaillait avant son arrestation, puisque l'hôpital Saint-François, à Monroe, en Louisiane, l'aurait licencié. Et l'hôpital Saint-François a publié une déclaration à la chaîne KNOE Télévision disant, je cite, la sécurité de nos patients, de nos membres du personnel et de notre communauté est notre priorité absolue. Notre processus d'embauche est très rigoureux, incluant des vérifications d'antécédents, de références et d'autres pratiques exemplaires nationales. Pour le moment, nous ne pouvons pas partager d'autres détails concernant la situation en raison des lois sur la confidentialité au travail. Rejoignez-nous pour en discuter avec l'avocat en droit de la famille, Randy Kessler. Toujours un plaisir d'être sur Law and Crime. Cette histoire, le simple fait de savoir qu'il était infirmier en obstétrique et qu'il soit accusé de cela, qu'en pensez-vous? C'est le résumé de ma vie. Je ne sais jamais qui va entrer, n'est-ce pas? Les gens arrivent, paraissent et agissent normalement, puis déclarent aussitôt « Je fais une transition, mon conjoint fait ceci, ou vous ne croirez jamais ce dont on m'accuse. » C'est juste que, vous savez, le monde est à l'envers. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais avec tous les réseaux sociaux et les téléphones portables, l'exposition est plus grande. La première chose que j'en retiens, c'est qu'on ne devrait jamais être choqué. Et l'autre chose que ça me dit, Chris, ce qui est vraiment triste, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir ou tout empêcher. Tu sais, il y a certaines personnes, tu connais leurs signes, leurs publications sur les réseaux sociaux, les gens qui font des choses horribles et tirant sur les autres. Si tu les suis sur les réseaux sociaux, tu pourrais le prévoir. Mais il y a des gens comme ça. Mon Dieu, c'est un infirmier et il s'occupe de petits bébés. Et c'est quelqu'un qui a fait du mal à un petit bébé. C'est juste... C'est terrible. C'est vrai. Et je pense, vous savez, la façon dont cela ça a été décrit ou ce qu'il aurait admis, c'est qu'il a craqué parce que le bébé ne se calmait pas. Mais ensuite, ensuite, je regarde. Et je ne suis absolument pas médecin. Ni vous, ni ambulancier ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, ce bébé avait une fracture du crâne et un gonflement. On dirait qu'il ne peut pas juste admettre « j'ai craqué, mauvaise journée ». Comme si ça ne collait pas, il y a quelque chose là-dedans qui semble étrange, que ce n'était pas juste une erreur. Vous savez, et quand on regarde certains de ces cas, et même dans votre travail, je veux dire, comment, d'un point de vue du procès, quand vous prenez une affaire comme celle-ci, comment faites-vous, je suppose, pour convaincre un jury que même si c'est un acte isolé, ce n'est pas simplement une erreur ou quelque chose comme ça? Nous aurons des témoins experts, dont des psychologues, car même quand il admet sa responsabilité, il ne dit pas « j'ai tabassé cet enfant ». Il dit « j'ai craqué, j'ai fait une erreur ». Mais c'était bien plus grave. Il a de gros problèmes de colère et d'impulsivité. Il doit y avoir une autre raison que les pleurs de l'enfant. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Je doute qu'il y ait procès. Je veux dire, c'est, vous savez, quelqu'un qui fait du mal à un enfant comme ça. Peu m'importe si c'est un lourd fardeau. Tout le monde va vouloir le déclarer coupable. Donc je ne sais pas comment il va être jugé pour ça, mais... Tu dois essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et essayer de rentrer dans l'esprit de quelqu'un qui est fou ou qui n'est pas tout à fait là. C'est difficile. Mais tu as raison, Chris. Et je suppose que le côté positif, c'est qu'au moins, il a assumé et il a dit « c'est moi qui l'ai fait ». Et il a amené l'enfant en disant la vérité. Et il n'est pas allé plus loin en disant « je vais cacher ça en tuant l'enfant et en l'enterrant », comme on l'a vu dans beaucoup de tes histoires. Donc, tu sais, s'il y a un côté positif, espérons que l'enfant se rétablisse, ait une vie pleine et s'éloigne le plus possible de ce type. Oui, et quand tu cherches un aspect positif, car du point de vue d'un avocat de la défense, on en a reçu beaucoup. Et je sais que tu échanges avec eux, dont la réponse quand tu demandes. Si tu parles à la police, que fais-tu? Et ils disent, ne dis rien du tout. Et moi, je regarde ça, tu sais, je suppose, d'un point de vue juridique, la défense du je ne l'ai pas fait ne tient plus parce qu'il a avoué l'avoir fait. Il a craqué. Comment une telle déclaration pourrait-elle... Parce que d'un côté, je ne pense pas que tu veuilles le cacher. Et il y a quelque chose à dire sur le fait d'être honnête et franc. Mais si tu es avocat de la défense, une telle déclaration pourrait limiter ta défense. Je crois qu'on a changé de cap. On a ignoré la question de culpabilité pour passer directement à la sentence, non? Parce que cela touche au remords et à la façon dont il accepte sa responsabilité. Veut-il un traitement? Ça ne concerne pas la culpabilité ou l'innocence. Ça concerne la sentence et comment on peut l'empêcher de refaire ça à quelqu'un d'autre. Quelle sorte de punition mérite-t-il? Quel soutien reçoit-il? La question n'est plus la culpabilité ou l'innocence, mais s'il l'accuse de malveillance ou de préméditation.
Tu penses qu'il a craqué, que c'était un meurtre au second degré, pas au premier, mais pas vraiment un meurtre? Bien sûr, mais ce type de réflexion compte dans l'accusation. De quoi allons-nous l'inculper? Je pense qu'au final, tout dépend d'une question. Quelle sera l'issue? Il sera reconnu coupable. La question est, comment et quelle punition choisir? Il ne s'agit pas seulement de le punir, mais aussi de voir s'il peut réintégrer la société ou s'il restera en prison à vie. Je pense, vous savez, et c'est assez révélateur pour moi qu'il n'y ait qu'une caution de 15 000 $. C'est assez choquant. Je veux dire, un homme qui travaille avec des enfants et qui est susceptible d'être impliqué avec eux et d'être en présence d'autres enfants, je pense que la caution interdisait qu'il approche des enfants ou retourne travailler. Pourquoi le laisser sortir alors? Il pourrait se suicider à ce stade, tellement il est bouleversé par ses actes. Il s'occupe des enfants chaque jour. S'il se remet en question, quel est mon rôle? Quel est seul et mon but dans la vie? Faire venir des enfants au monde, m'assurer qu'ils arrivent en bonne santé et qu'ils quittent l'hôpital en bonne santé. Et il a fait exactement le contraire. Je veux dire, il doit avoir beaucoup de choses en tête, j'en suis sûr. Oui, parce que je pense aussi, tu sais, et à des parents. Et je sais que tu es parent aussi, et on est tous passés par là. C'est stressant. Il y a des moments stressants, mais il y a quand même un cran supplémentaire que je n'arrive pas à imaginer atteindre. Au point de faire ça, de faire quelque chose au point où, tu sais, les bébés sont fragiles, mais fracturer un crâne, je n'arrive tout simplement pas à dépasser ça. Légalement, disons simplement, parce que je pense qu'il y a une sorte de sentiment de d'accord, donc si ce bébé va bien maintenant, tu sais, le bébé n'est pas décédé, mais on ne sait pas quel type d'impact cette blessure pourrait avoir. Je veux dire, le bébé a 5 mois, et disons que dans 2 ans, le bébé a un trouble d'apprentissage ou quelque chose comme ça, et que cette affaire est classée. Pourrait-il éventuellement faire face à d'autres accusations si finalement il y a un moyen de regarder en arrière et de dire, en fait, ce qui s'est passé il y a quelques années ou peu importe quand, était bien pire que ce que nous pensions au départ? Je ne pense pas. Je crois que, vous savez, il va falloir prendre une décision. Le système judiciaire ne laisse pas ses portes ouvertes indéfiniment et ne permet pas aux gens de vivre dans la crainte en permanence. Une clôture est prévue. Ils devront faire des prévisions avec des témoignages médicaux sur les dommages futurs et l'espérance de vie de l'enfant. Tu l'as aussi mentionné, Chris, son rôle d'infirmier dans ce type d'unité. Ce sont les histoires qui attirent le plus l'attention, n'est-ce pas? La personne responsable de l'enquête éthique est celle qui est accusée de violations éthiques. La personne chargée, tu sais, d'établir les règles est celle qui enfreint les règles. La personne responsable des bébés a blessé l'un d'eux. Il n'y a vraiment aucun filet de sécurité. Tu ne peux faire confiance à personne dans le monde d'aujourd'hui. Et ça rend le monde plus effrayant. Tu vois quelqu'un et tu te dis, au moins cette personne est digne de confiance. Tu sais, ça passe très vite. En vieillissant, on vit plus d'expérience. Tu réalises quand est-ce que personne n'est parfait et que tout le monde peut échouer. Et tu sais, c'est encore un de ces moments effrayants où tu te demandes ce qui va arriver. Qui va tirer sur qui va faire quelque chose de terrible? C'est juste un de plus dans cette pile de « Oh mon Dieu, comment cela a pu arriver ?» Je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé. Ce type doit être retiré de la circulation, à mon avis. Il doit être enfermé jusqu'à ce que quelqu'un détermine qu'il ne recommencera jamais. Je ne sais pas comment on peut le déterminer, tu vois. Ils ont dit qu'ils avaient mené une enquête rigoureuse sur leur politique d'embauche et qu'ils étaient très compétents pour vérifier les antécédents des gens. Donc, en supposant qu'il n'ait aucune véritable tâche dans son passé qui aurait pu alerter quelqu'un à ce sujet, comment peut-on savoir que cela ne va pas se reproduire? Et comment empêcher la prochaine personne de faire la même chose s'ils ont vraiment fait une vérification des antécédents aussi poussée que l'hôpital le prétend? Parce que même si, disons, c'est un cas isolé, vous savez, il n'a jamais montré le moindre signe de problème, quel qu'il soit. Je continue à repenser à cet enfant qui devait être emmené à l'hôpital de Shreveport, qui est à 2 heures d'ici, pour recevoir des soins plus intensifs. Je sais que Monroe, où c'est arrivé, n'est pas une grande communauté, mais devoir consulter un spécialiste à cause de cela était vraiment préoccupant. Je n'arrête pas d'y repenser. En tant que spécialiste du droit de la famille, et lorsqu'il s'agit d'adoption, qu'est-ce qui entre généralement en jeu? Vous savez, voici Dustin Clark, cet infirmier, et il dit, ah, vous savez quoi, je veux un enfant à moi. Je n'ai pas de partenaire en ce moment, mais je veux juste élever cet enfant. Je veux dire, quel est le processus qu'une personne doit suivre pour avoir l'opportunité d'élever un bébé comme lui? Eh bien, tout d'abord, soyons absolument clairs. Il n'adoptera plus jamais d'enfant. Point final. C'est clair, non? Ces agences sous-financées et surchargées, telles que les services de la famille, de l'enfance et d'adoption, sont critiquées quand ce genre de situation échappe à leur vigilance. Mais leur rôle, c'est de faire de leur mieux, non? Vous pouvez choisir entre un enfant en famille d'accueil, à l'orphelinat ou dans une bonne famille.
Ensuite, il faut définir ce qu'est une bonne famille. On ne peut que regarder les antécédents, et ce type correspondait, non? Il travaillait comme infirmier avec de jeunes enfants, de jeunes nourrissons. Je suis sûr qu'ils ont fait leur travail, leurs recherches, et qu'ils n'ont rien remarqué. Ils n'ont pas le devoir d'engager le FBI ni de faire des tests psychologiques et des tests au détecteur de mensonges sur chaque parent adoptif potentiel. Leur travail consiste à trouver et à faire le maximum avec les ressources dont ils disposent. Ah, mais je suis sûr qu'ils ont bien travaillé et qu'il a réussi tous les tests. Et c'est ce qui rend cela si fascinant, mais d'une manière négative. Quelqu'un qui semblait aussi bien sur le papier ne l'était pas autant dans la réalité. Je me demande aussi, il a 30 ans et est parent célibataire. Je veux dire, c'est beaucoup à assumer, tu sais, à 30 ans. Et je sais qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes qui ont des enfants et qui sont d'excellents parents. Mais on dirait que la direction de la cohésion familiale, ou peu importe l'organisation locale, a un peu fermé les yeux et s'est dit, bon, il est infirmier en obstétrique. Et je suis sûr qu'en termes de candidat à l'adoption, je veux dire, ça semble être quelque chose dont on pourrait vraiment se réjouir par rapport à d'autres candidats qui se présentent. C'est ça. Je veux dire, tous ceux d'entre nous qui ont eu des enfants, chacun d'entre nous qui a eu des enfants, a quitté l'hôpital avec exactement la même pensée. Vous me laissez partir avec ce petit être humain. Je veux dire, où est le mode d'emploi? Où est le guide pour savoir comment faire, n'est-ce pas? Nous partons tous et c'est une énorme responsabilité. Tu espères que tes compétences, l'éducation de tes parents et ce que tu as appris à l'école t'apportent de l'attention. Mais on ne sait tout simplement pas. Et il n'y a pas de manuel. Et tu ne peux pas surveiller, tu sais. Et ce n'est pas seulement pour les parents adoptifs. Certains parents ont des enfants sans savoir s'en occuper. Comment apprennent-ils? On ne les surveille pas. Le gouvernement devrait-il le faire? Par exemple, vérifier les enfants 1 ou 2 mois après leur sortie d'hôpital pour voir comment vont les parents? Imagine les ressources nécessaires si, sans signe ni indice, il fallait tout vérifier. On deviendrait un État Big Brother, non? Dans 1984 de George Orwell, chacun est surveillé. Il y a un équilibre. Et il y aura toujours des situations comme celle-ci. Dieu merci, elles sont si uniques et rares que tout le monde dit « Wow » quand on en parle, car c'est peu courant. Il semble pourtant que ce type d'anomalie soit de plus en plus fréquent. Je ne sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, des médias ou de Law and Crime, car on voit et on rapporte beaucoup d'affaires à couvrir. Je ne sais pas ce que c'est, mais oui, tu as raison. Il a réussi le test d'orthographe. Si tu regardes bien, je pense que tout le monde en Amérique dirait « c'est un parent adoptif idéal, il veut rendre à la société. Il veut aimer son propre enfant. Il s'occupe déjà d'autres enfants et a les compétences requises. Il était probablement plus compétent que moi pour s'occuper d'un nourrisson quand mon enfant est né. Il savait ce que signifiait ce type de pleurs. Il savait comment changer une couche. Il connaissait les choses que j'ai dû apprendre. » C'est ça. Et ce sont aussi les choses qui te stressent. Vraiment. Surtout au début. Quand tu es là, pour moi, je n'avais jamais tenu un bébé dans les bras avant le mien, tu vois, avant le mien. Donc, sur le papier, il semblait être un excellent candidat. Dans ces situations, puisqu'il était parent célibataire, que cet enfant a été adopté, qui défend les intérêts de l'enfant? Qui est, en quelque sorte, l'avocat de l'enfant dans ce cas à l'avenir? Il est intéressant de noter que l'enfant n'a pas d'avocat, mais l'agence d'adoption a des priorités et obligations et doit veiller à son intérêt supérieur. L'État et la loi définissent l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est, comme je l'ai dit, un exercice d'équilibre. Où est l'enfant avant l'adoption? Si l'enfant vit déjà dans un endroit idéal, on n'adoptera pas un enfant d'un foyer. Par exemple, si l'enfant vit dans un foyer intact, prenons un exemple extrême. Vous savez, une mère et un père qui sont mariés. On n'enlève pas un enfant de ce foyer parce qu'il a un bon foyer. Dans ces cas, si un parent décède et l'autre est handicapé, il faut organiser une audience pour retirer les droits parentaux et vérifier que le parent ne peut plus s'occuper de l'enfant avant d'envisager son déplacement. Première question, où était l'enfant au départ? Ensuite, quelles options? Foyer gouvernemental, établissement public ou nourrice expérimentée? À mon avis, ils n'ont probablement pas examiné ce cas de près puisqu'il remplissait toutes les conditions. C'était le cas le plus simple parmi ceux qu'ils avaient. Ils ont des personnes qui ont eu des antécédents de drogue qui se sont rétablis et n'ont pas retourné en prison et ils disent « D'accord, cette personne a montré qu'elle est stable maintenant. » Ce n'était pas l'un de ces cas-là. J'imagine que c'était un cas facile pour l'agence d'adoption chargée de veiller aux intérêts de l'enfant. Et ce bébé a 5 mois et était sous la garde de cette infirmière en obstétrique qui fait maintenant face à des accusations graves. Disons simplement qu'un membre de sa famille dit « vous savez, parce qu'ils se sont attachés à ce bébé. Je ne sais pas quelle serait la situation. »
C'est une question générale. Par exemple, un membre de la famille dit « Je peux m'occuper de cet enfant ». Comment déterminez-vous où ce bébé ira ensuite? Le département des services de la famille et de l'enfance, ou toute agence de protection de l'enfance en Louisiane, ou d'où vient ce bébé, pourrait estimer que cet enfant ne doit pas être proche de la famille. Comment décidez-vous où ira ce bébé? C'est une excellente question. Une fois que vous adoptez un enfant, cet enfant est traité exactement comme si vous aviez donné naissance à cet enfant ou si votre conjoint avait donné naissance à cet enfant. Donc ce n'est pas comme si, d'accord, l'adoption est annulée et l'enfant est de nouveau disponible pour la prochaine personne, le plus offrant. C'est l'enfant de ce monsieur. C'est son enfant. Et donc, les membres de sa famille, qui ont peut-être créé des liens et qui ont une raison de vouloir prendre contact et de vouloir s'impliquer, pourraient apporter une certaine continuité. Encore une fois, c'est un bébé. Si l'enfant avait eu l'occasion de créer des liens forts avec plusieurs membres de la famille de ce monsieur, il serait plus probable qu'un membre de la famille obtienne la garde de l'enfant. Je pense cependant que, comme ce monsieur avait des problèmes mentaux, ils vont examiner de façon beaucoup plus approfondie les membres de sa famille. Même avec des membres de la famille stables, si un facteur génétique, héréditaire ou psychologique est suspecté, ils examineront de près tout membre voulant intervenir. Mais encore une fois, cet enfant a besoin d'un foyer, et quelqu'un qui a rencontré l'enfant et qui l'aime est probablement mieux placé pour agir rapidement que quelqu'un qui ne sait pas du tout qui est cet enfant. Mais franchement, ce n'est pas un travail que j'aimerais avoir, placer cet enfant. Non, et c'est l'une de ces situations où je pense que souvent le système et les personnes qui y travaillent se font critiquer dans des cas comme celui-ci. Mais ensuite, on pense à la routine quotidienne et à tout ce qu'ils voient dans eux. Je pense qu'il est toujours important de se rappeler qu'il y a sûrement de très bonnes personnes qui travaillent dans le système et qui essaient de bien faire, mais c'est difficile. Et j'en suis sûr, oui, il y en a une certaine culpabilité du survivant, certaines personnes qui... Oui. Une partie de cette adoption disait « Comment ai-je pu rater ça? Où ai-je raté ça ?» Je leur répondais que selon moi, ils n'avaient rien raté. Je n'en sais pas assez à ce sujet, mais s'il vous plaît, continuez votre bon travail parce que dans 99% des cas, vous faites un excellent travail pour offrir une vie meilleure aux enfants. Et même avec cela, juste pour finir sur ce point, si la loi considère ce bébé comme son bébé, comme s'il y avait un lien biologique, y a-t-il une différence que cependant, si disons il est reconnu coupable de ces accusations, accepte un accord de plaidoyer sur ces accusations, que l'État pourrait dire c'était une erreur? Nous allons retirer ce bébé, c'est certain. Contrairement à certains cas, je suis sûr qu'il existe des exemples, peut-être dans un foyer avec deux parents, où cet enfant pourrait finir par retourner dans ce foyer ou avec la famille. Après l'adoption, il n'y a plus de différence. Une fois finalisé, c'est définitif. On ne peut pas reprendre l'enfant. Oui, je veux dire, je ne pense pas qu'ils annuleront l'adoption, mais qu'ils mettront fin à ses droits parentaux. Donc, ce serait la même chose. En fait, il n'a plus aucun droit en tant que père. Il n'a aucun droit sur cet enfant. Mais la seule chose qui reste en place, c'est que s'il meurt sans testament, tu sais, l'enfant pourrait quand même hériter de lui. Je doute qu'il revienne en arrière. Annuler l'adoption serait plus compliqué, surtout s'il faut vérifier sa validité. L'adoption a sans doute été faite correctement, donc on ne l'annule pas, on y met simplement fin. C'est similaire à la différence entre mariage et annulation. Si quelqu'un se marie, qu'il suit la procédure, respecte la loi, qu'il n'a pas épousé son frère, qu'il a épousé quelqu'un qui était majeur et qu'il divorce, alors ils divorcent et ils ne sont plus mariés. Il n'est pas nécessaire d'annuler le mariage depuis le début. Il y a eu un moment où ils étaient mariés. Il y a eu un moment où il était le père légal. Ça ne sera jamais annulé. Donc l'adoption sera maintenue. Restera. Ses droits seront probablement retirés. Et ensuite, la personne qui se manifestera, j'espère que ce sera un membre de la famille, quelqu'un qui a une motivation autre que, vous savez, juste être parent d'accueil et le faire pour un petit moment. Cet enfant aura besoin de beaucoup d'attention, mais il existe de bons parents adoptifs. J'espère que ceux qui font ce travail continueront, car les enfants ont besoin de parents adoptifs, qui sont les meilleurs, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est très bien dit. Merci Randy Kessler d'être avec moi sur Law and Crime. Affaire difficile, j'apprécie vraiment votre point de vue. Merci Chris. C'était On the Case de Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.